Hezbollah est un mouvement dirigé par des fanatiques, mais pas par des imbéciles. Et d'ailleurs, il en est de même pour la République islamique d'Iran. Ce sont des gens qui jaugent très finement les rapports de force. Le Hezbollah, son agenda principal, ce ne sont pas les Palestiniens, ce n'est pas la bande de Gaza. Son agenda fondamental est double. 1, continuer de vampiriser le Liban. Et 2, ce qu'il fait parfaitement d'ailleurs, malheureusement pour ce pays. Et 2, soutenir Bachar el-Assad. Nous sommes en ligne avec le docteur Frédéric Ancel. Frédéric, bonjour, Boker Tov. Bonjour, cher Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne savent pas que vous êtes professeur géopolitologue, professeur entre autres à Sciences Po, où vous dirigez d'ailleurs à l'heure où on se parle. Et avec vous, je voudrais essayer de dresser une sorte de faire un point à la fois local et régional de ce qui se passe, de cette crise, de cette guerre qui se poursuit dans la bande de Gaza, de cette guerre latente dans le nord d'Israël. D'abord avec vous, une réaction aux déclarations récentes de Benyamin Netanyahou sur le fait que, il faut obtenir une victoire absolue face au Hamas. La question que je vous pose, est-ce que c'est possible d'obtenir une victoire absolue face à des organisations terroristes ? Ah, ça c'est une grande question philosophique et pas seulement stratégique. Oui. La victoire, vous savez, c'est un peu ce que disait le poète Reverdy de l'amour. Il n'y a pas d'amour avec des preuves d'amour. Il n'y a pas de victoire, il y a des preuves de victoire. Ouais. Il y a encore moins de victoire absolue. Il n'y a que des critères, des paramètres. Alors moi j'en vois 3 qui peuvent être atteints d'ailleurs à court terme et qui à mon avis le sont. C'est-à-dire que la capacité balistique du Hamas, qu'on oublie trop souvent quand même, c'est-à-dire que c'est sa possibilité d'envoyer des missiles sur Israël, ce qui d'ailleurs en droit international est un scandale permanent, entre nous soit dit. Ça, c'est en train d'être détruit. La deuxième critère militaire, c'est la capacité de ce mouvement terroriste à envoyer des pogromistes, des terroristes en Israël même. Aujourd'hui, cette capacité, elle est gravement remise en cause pour le Hamas. Et enfin, troisième point, c'est la capture ou la neutralisation d'un certain nombre, au moins, de ses chefs principaux. Mais ça, c'est le critère le moins important. Alors, les 2 premiers qui sont très, très militaires, en quelque sorte, je pense qu'Israël est en passe de parvenir à obtenir ces éléments de victoire. Ces éléments de victoire. Autre développement majeur de cette guerre dans la bande de Gaza, ce sont les tunnels. Et là aussi, je voudrais avoir votre appréciation. Est-ce que c'est devenu une sorte de pratique régulière, récurrente de la part des organisations terroristes d'utiliser le sous-sol comme moyen de combat contre des pays ? Est-ce que parce que tout le monde le sait aujourd'hui, même dans le nord, entre le sud Liban, le long de la frontière bleue, on suppose qu'il y a énormément de tunnels également. Est-ce que c'est véritablement récurrent ? Est-ce qu'il y a eu d'autres mouvements terroristes qui ont, dans la région, utilisé ce genre d'armes ? Je vous dirais que c'est une technique de guerriero, en quelque sorte, dans ce qu'on appelle les fameuses guerres asymétriques, qui est un terme qui nous gêne beaucoup, parce que le 7 octobre dernier, la guerre asymétrique, elle est en faveur du Hamas, dans le kibbutzim. Alors je ferme cette parenthèse. Mais effectivement, face à des armées régulières, on va les appeler comme ça, les mouvements terroristes ou les mouvements de guérilla utilisent les stratégies de contournement, comme on les appelle. Et ça, c'est pas nouveau. Vous relisez Sun Tzu, il y a 24 siècles, il le préconise déjà, avec notamment la ruse pour viatique. Mais alors, pour le coup, je vous dirais que les sous-sols, si on accepte celui qu'on peut qualifier de sous-sol de dôme de la jungle, par exemple, au Vietnam, ou dans la grande cuvette du Congo, lorsqu'il y a eu des guérillas dans les années 60, mais enfin, ce n'était pas réellement du sous-sol. À ma connaissance, c'est effectivement la première fois. Alors aujourd'hui, on est en pleine polémique en Israël sur la nécessité de libérer les otages et d'en faire une sorte de priorité, même par rapport à l'éradiction du Hamas. Est-ce que d'après vous, par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, est-ce que vous ne craignez pas que justement cette volonté, ces exigences d'une partie de la population de mettre en avant ce dossier, au détriment peut-être de l'éradiction du Hamas, ça risque de porter atteinte à la fois à la force de dissuasion de Tsahal et de répercuter, on va dire, le conflit dans d'autres phases, dans le Nord en particulier ? C'est ce qu'on appelle des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas poursuivre 2 objectifs concomitants de nature si différente. C'est-à-dire la victoire totale au sens strictement militaire du terme contre le Hamas,
et dans le même temps garantir ou être à peu près certain de pouvoir délivrer tout ou partie des otages pour une raison parfaitement évidente. C'est que ces otages, et par définition on le sait, sont les meilleurs boucliers, entre guillemets, les meilleurs boucliers pour le Hamas, et notamment pour ses chefs. Donc ce sont des injonctions contradictoires, et je pense que la question est extrêmement... Alors si vous voulez, moi je peux pas réellement y répondre, c'est à la société israélienne d'y répondre, parce que là encore, on est dans une dimension éthique et quasiment philosophique. Depuis 48, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Israël accorde une priorité absolue aux otages, et même d'ailleurs aux dépouilles, parfois des otages ou des soldats de tomber au front. Donc de ce point de vue-là, je vous dirais que depuis le 7 octobre, ces injonctions contradictoires, elles fonctionnent. C'est-à-dire que j'ai du mal à imaginer qu'un gouvernement israélien, fût-il nationaliste et allié à l'extrême droite, peu importe, ça ce sont d'autres considérations politiques. J'imagine difficilement qu'un gouvernement israélien ait sciemment pris la décision d'accorder une priorité absolue à l'un ou à l'autre de ses objectifs, et en l'occurrence à l'objectif strictement militaire. Mais ça, je serais extrêmement prudent, parce que je ne suis bien évidemment pas dans les petits papiers d'état-major israélien, et par ailleurs, dans la société israélienne, vous avez des courants bien évidemment contradictoires que vous connaissez mieux que moi, avec une partie de l'opinion disant, attention, si on procède à des échanges trop importants, comme celui notamment qui avait prévalu à l'époque de Gilad Shalit, eh bien on risque finalement de créer... Alors bien sûr, là nous allons heureusement récupérer certains de nos otages, tous nos otages aujourd'hui, sauf que ça risque dans 1 an, 5 ans, 15 ans, de recréer les conditions d'un nouveau pogrom. Et ce débat en Israël, il est extrêmement brûlant, et il ne peut être tranché bien sûr que par les citoyens israéliens. Frédéric, est-ce que vous comprenez pourquoi, après bientôt 4 mois de guerre, le Hezbollah hésite toujours avant de tirer des salves de milliers de missiles dont il dispose en direction du territoire israélien? Qu'est-ce qui l'empêche? Non seulement je comprends cette tactique, mais je l'analyse depuis de très nombreuses années. Moi, je pense que le Hezbollah n'hésite pas. Il ne veut pas faire la guerre. Il ne veut pas faire la guerre. Pour une raison finalement assez simple, qui ne tient pas à une forme de philosémitisme ou d'amitié vis-à-vis du sionisme. Non. Mais le Hezbollah est un mouvement dirigé par des fanatiques, mais pas par des imbéciles. Et d'ailleurs, il en est de même pour la République islamique d'Iran. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont des gens qui jaugent très finement les rapports de force. Et l'agenda du Hezbollah, je ne cesse de le dire depuis de très nombreuses années, y compris d'ailleurs, y compris avant la guerre de 2006 sous Ehud Olmert, le Hezbollah, son agenda principal, ce ne sont pas les Palestiniens, ce n'est pas la bande de Gaza. Son agenda fondamental est double. 1, continuer de vampiriser le Liban, et 2, ce qu'il fait parfaitement d'ailleurs, malheureusement pour ce pays, et 2, soutenir Bachar el-Assad, ce qu'il a fait aussi très efficacement depuis une douzaine d'années maintenant, en Syrie. Et de ce point de vue-là, je vous dirais que ça s'inscrit, le Hezbollah s'inscrit dans une démarche qu'on appelle le fameux axe de la résistance, moi ce que j'appelle pan-chiite en réalité aux ordres de Téhéran, comme vous le savez, et donc dans cet ethos, dans cette économie générale, pardon pour le Hamas, mais le Hamas n'entre pas là-dedans. Donc le soutenir, oui, non mais d'accord, rhétoriquement, symboliquement, et malheureusement aussi quand même, via des tirs qui font des victimes en Israël, mais certainement pas risquer de manière très certaine en fait, de perdre énormément d'hommes, énormément de matériel et donc de la crédibilité pour soutenir a fortiori un mouvement Hamas qui est de plus en plus moribond. Alors, quelle est la stratégie, puisqu'on parle du Hezbollah, la véritable stratégie régionale de l'Iran aujourd'hui? Est-ce que, c'est-à-dire, on la voit actionner, on va dire, ses proxys, les Houthis, les milices irakiennes, mais on voit aussi une sorte de modération, une volonté de ne pas aller à une confrontation directe avec l'État d'Israël. Absolument, et d'ailleurs jamais, depuis la création de la République islamique d'Iran en 79, je le dis et je le répète, ça n'en fait absolument pas un régime sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, ça en fait un régime pragmatique. Là encore, je reviendrai sur cette question fondamentale des rapports de force. L'Iran connaît parfaitement la dangerosité, l'efficacité et la détermination de l'armée israélienne, de l'état-major et d'ailleurs de l'opinion israélienne aujourd'hui, surtout depuis le grand pogrom du 7 octobre. Et donc l'Iran envoie très clairement ses proxys, envoie les autres finalement au front, on en appellera ça au casse-pipe, mais lui bien évidemment, ou elle, plutôt la République islamique, ne le fait pas directement. Et j'ajoute un point important, pour moi l'objectif, un peu d'ailleurs comme l'objectif des fameux aussi du Yémen,
c'est pas tant d'imaginer détruire Israël que d'exister. Politiquement, l'Iran, au terme de la crise, parce que cette crise connaîtra bien un terme comme toute crise qui naît, qui connaît son acmé, qui finit par se résorber d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, eh bien l'Iran voudra exister face à une Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis qui montent en puissance dans la région et dont l'objectif est plutôt l'apaisement, alors pour plein de raisons, post-pétrole, etc. Et dans ce futur moyen-oriental, l'Iran veut exister comme puissance principale. Et de ce point de vue-là, on comprend mieux pourquoi cette toxicité géopolitique permanente. Alors, une dernière question, Frédéric, que l'on peut à laquelle on peut répondre peut-être plus facilement quand on est à Paris que quand on est à Jérusalem, parce qu'on a une autre perception de la réalité régionale. Est-ce que ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, a modifié auprès des chancelleries européennes et américaines la perception du danger que représente l'Iran? Est-ce qu'on le perçoit autrement, l'Iran et en fait de toutes ses proxys? Oui, en tout cas dans l'opinion, ce qui d'ailleurs est une bonne nouvelle, parce que je vous rappellerai ou je vous indiquerai, ainsi qu'à vos auditeurs, qu'un certain nombre de sondages, d'enquêtes d'opinion, mais également de tribunes, ont fleuri en Occident, alors en France en particulier ces dernières semaines, et nous avons pu constater que une partie assez importante, une majorité relativement importante de l'opinion publique occidentale, et c'est en particulier vrai pour la France, était favorable à Israël. Alors attention, ça ne signifie pas que l'opinion est défavorable à une cause palestinienne, qui d'ailleurs existe et qui est parfaitement légitime lorsqu'elle est non violente et lorsqu'elle ne cherche pas à la destruction d'Israël, mais y compris d'ailleurs lors de la riposte massive israélienne dans la bande de Gaza. On aurait pu imaginer que, pour des raisons naturelles et évidentes, le terrible pogrom du 7 octobre aurait seulement très provisoirement pousser des opinions publiques en faveur du côté d'Israël, et que très rapidement, la riposte militaire israélienne massive aurait inversé la tendance. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et par ailleurs, alors, on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, mais beaucoup de critères illustrent le fait que non seulement il y a prise de conscience de la fragilité d'Israël, et en tout cas d'un certain nombre de ses citoyens, de ses communautés, y compris d'ailleurs les plus pacifiques au sein des kibbutzim en Israël face au Hamas, mais il y a aussi la perception très claire, et notamment dans un pays comme la France qui a beaucoup subi l'islamisme radical depuis maintenant 20 ans, de la dangerosité universelle de ce fléau qu'est l'islamisme radical, et qui, au Moyen-Orient, est représenté notamment par le Hamas. Eh bien, Frédéric Ancel, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Bonne rencontre avec vos élèves à Sciences Po dans quelques instants. À bientôt, merci. Au plaisir, au revoir. Au revoir.